Dans un monde où tout semble contrôlé, où les écrans dictent nos vies, où les voix extérieures étouffent nos pensées, une question inéluctable s'impose. Qu'adviendra-t-il si nous persistons en ce sens ? Anne Givaudan et ses guides nous invitent à voir au-delà des illusions, à questionner les normes et briser les chaînes invisibles d'un chaos orchestré nous happant vers le bas. 2025 fera place à des révélations troublantes, occultées depuis des siècles, laissant place à un nouveau paradigme, un bouleversement cosmique qui redéfinira notre perception du réel, nos choix et même notre place au sein de l'univers. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une émission pas comme les autres, sur Âme des Signes, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Elle est dotée d'un parcours exceptionnel. Elle est suivie par une multitude d'êtres humains à travers le monde et ce depuis plusieurs décennies. Nous avons déjà eu le plaisir de la recevoir en fin d'année 2023 et c'est bel et bien pour ce début d'année 2025 qu'elle nous fait l'honneur à nouveau de sa présence. 2025 d'ailleurs, une année pleine de promesses en tout genre, mais aussi bouleversée par d'innombrables faits divers, par une crise existentielle latente ainsi qu'une tension sociale au bord de l'implosion. Nos gouvernants semblent jouer l'acte final d'une pièce macabre et à la fois guignolesque, tant l'absurdité du monde en façade dans lequel nous vivons s'amplifie sans trouver de limites apparentes. Et pourtant, des limites, il y en a. Nos limites. Celles que nous devrons et que nous devons soit imposer ou bien briser pour cette nouvelle année, et ce en premier lieu à nous-mêmes. Sortir de l'Union européenne, de l'OTAN et du FMI semblerait être un bon départ. Seulement, force est de constater que cela nous échappe pour le moment. Elle nous renvoie donc vers ce qui est possible, ici et maintenant. L'heure n'est plus au Brexit ou au Frexit, mais bel et bien au Matrexit. Sortir de la matrice, tel est l'objet de son nouvel ouvrage, un livre fabuleux que nous allons décortiquer ensemble. Anne Givaudan, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi, on est très content de te recevoir à nouveau. Elle est pionnière en tant que liseuse d'âme, elle est consultable sur notre plateforme amedcine.com, dédiée aux thérapeutes quantiques et holistiques francophones. Elle est la porte-voix féminine de notre antenne. J'ai nommé Tamara Buhmann. Tamara, bonjour. Bonjour Rudy, bonjour Anne. C'est une délectation de te recevoir alors pour nous lors de l'enregistrement là en fin d'année. Donc tu nous apportes justement cette lumière, ce soleil et puis sans doute cette direction à prendre pour pas trop se planter l'année prochaine. J'espère, oui, parce que oui, c'est pour ça que justement j'ai écrit en urgence Révélation galactique. Et c'est très drôle parce que ce livre m'a été demandé donc par les êtres avec lesquels je communique d'habitude aussi, en me disant bon là il faut le faire vite. Alors donc je me suis remis au travail pour que ça puisse sortir rapidement. Anne, je dois te remercier sincèrement pour cet ouvrage très facile à lire au demeurant, accessible à tous et facilement abordable. Ça n'est pas le premier, on le sait bien, tu as toute une série de livres à ton actif, mais celui-ci, je dois l'avouer, représente avant tout un missile anticonformiste. Je m'explique, tu t'es retrouvé dans un nouveau voyage, que dis-je, plutôt un périple astral avec plusieurs escales en présence de tes guides, et les messages qui t'ont été transmis à travers ceux-ci sont tout ce qu'il y a de plus impactant, oserais-je dire même dissident. J'avais l'impression en te lisant d'entendre Morpheus s'incarner à travers différents personnages, te décrivant la fameuse tanière du lapin blanc tout en offrant d'innombrables pilules rouges afin de s'en préserver. Reconnais-tu avoir certes proposé des clés pour s'émanciper, que nous évoquerons par ailleurs, mais également relayer un portrait très sombre du contexte mondial actuel? Ça c'est évident, je crois qu'il n'y a personne qui peut s'en cacher. En tout cas, dans vos auditeurs, mes lecteurs, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait que ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment une grosse histoire. C'est la fin d'une civilisation et pour qu'une nouvelle civilisation puisse éclore. Mais ça se fait pas évidemment sans dégâts et ça se fait pas sans combat quelque part, pas combat pour nous, mais en tout cas extérieurement, il y a des énergies qui s'affrontent. Ce sont des énergies de lumière, des énergies de l'ombre, qui en fait ont une raison toutes d'être là.
Et je vais m'expliquer par la suite, donc, pour vous dire pourquoi. Moi, ça me paraît important de ne pas diviser l'ombre et la lumière. Parce que l'ombre, c'est nous qui l'avons accueillie, c'est nous qui lui avons permis d'être là par nos agissements, parce qu'on lui a tendu la main des tas de fois. Je veux dire, on n'a pas des gouvernements dans le monde comme ça au hasard. Alors, on a l'impression que le peuple est contre, mais en fait, c'est parce qu'on a agi pour que ça puisse se faire. Donc, elle est là, mais il faut savoir que si elle est là, c'est parce que la lumière, la grande lumière en tout cas, est d'accord pour qu'elle soit là. Une destination n'est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses. C'est la citation d'Henri Miller que tu as choisi de mettre en tout début d'ouvrage de ce tome 2. Alors j'allais te poser la question, est-ce que tu fais référence au destin ? Est-ce qu'on parle de ce fameux libre arbitre ? D'aucuns diraient que l'importance, c'est pas le chemin, mais la destination. Alors moi, je me dirais que l'importance, c'est le chemin quand même. Parce que le chemin, c'est celui qui va mener au but. Et souvent, il y a des personnes qui aimeraient bien savoir quel est leur but, quelle est leur destination. Et souvent, c'est caché dans nos civilisations et à notre époque, parce qu'on n'est pas encore capable justement de faire la route qui va nous mener jusqu'à cet objectif. Et cette route, elle est parfois sinueuse, tortueuse, désagréable, quelquefois magnifique. Et c'est avec elle, en tout cas, qu'on combine notre histoire pour arriver au but. Là, en cet instant, je suis heureuse de pouvoir répondre à l'appel insistant qui m'habite depuis un moment. C'est ainsi, je suis sortie de mon corps, légère, hors de tout obstacle physique. Un vent de liberté m'envahit et je me laisse emporter dans la spirale lumineuse qui est venue à moi ou qui est sortie de moi, semblable à une route qui m'indique la direction, m'y maintient et sans laquelle le voyageur peut s'égarer trop facilement dans des méandres trompeurs. À ce qui me paraît une grande vitesse, je traverse des couches et des strates colorées sans percevoir de densité, lorsque tout à coup, je me sens englué dans une matière non physique et cependant collante même pour mes corps subtils. J'ai la sensation étrange qu'un piège se referme autour de moi lorsque j'entends en centre de mon crâne une voix familière de l'un de mes enseignants des étoiles. Je ne la distingue pas assez précisément pour savoir de qui elle provient, mais suffisamment pour entendre « Nous avons voulu te faire traverser la matrice qui entoure la Terre dans son aspect le plus dense. Ne crains rien, tu ne t'y perdras pas. Regarde cependant ce que tu y vois avant de nous retrouver. » Et là, tu décris donc un décor assez impressionnant. C'est un bad trip, non ? J'ai envie de dire, quelque part. Oui, c'est vrai que quand j'ai traversé cet endroit, c'est pour ça que j'ai marqué sortir de la matrice, parce que ça entoure la Terre, ça englobe la Terre et on a l'impression d'être plongé dans un espèce de base astrale où on voit des bras coupés, où on voit des seringues qui se promènent. En fait, on voit toutes les circonstances des bébés avec des yeux glauques ou vides. Et c'est impressionnant. Et ça pourrait faire cauchemardesque. Et on se dit, mais attends, toute la Terre est entourée de cette façon-là. Et c'est tous les agissements des humains qui créent des espèces un espèce de réseau glauque. Mais en même temps, de temps en temps, il y a des percées de lumière et c'est ça qui permet de respirer entre deux et d'aller vers autre chose. Donc, c'est vraiment une matrice qui entoure la Terre, mais c'est pas parce qu'elle est là qu'on est coincé. Est-ce que tu me permets éventuellement de citer encore quelques passages ? On rappelle que ce livre, c'est une bombe. On va, encore une fois, comme Tamara, tu le sais, on aime bien donner quelques éléments. Bien sûr, on ne donnera pas l'intégralité de l'ouvrage en pâture sur la toile, mais c'est vrai que cet endroit dans lequel tu t'es retrouvé au tout début, il est assez impressionnant. Tu dis, autour de moi, des ombres glissent sans me toucher. Elles semblent endormies. Je regarde mieux et je perçois dans ce magma de couleurs sombres et grises des visages, des yeux, des regards humains vides de sens et d'autres non humains. L'énergie qui s'en dégage est semblable à une présence soit destructrice, soit terrifiée ou encore léthargique qui flotte autour de moi. Ces ombres glissent sans même me voir et continuent leur route vers un no man's land de désespoir, puis passent devant mes yeux des schémas que je ne peux traduire mais qui ressemblent à des algorithmes suivis de près par des figures géométriques disproportionnées, bancales. Enfin, des jouets cassés d'enfants et de grands yeux de fœtus à l'expression vide de toute lumière défilent rapidement, suivis de seringues, de fusils et autres armes diverses. Je ne comprends pas encore le pourquoi de ma visite en ces lieux dont l'énergie est tellement sombre, pesante, voire morbide. La voix reprend, calme et chaleureuse. Ce passage au milieu des ombres, des pensées et des actes humains te fait toucher combien rien ne se perd et agit comme le pire des polluants dans l'environnement de ceux et celles qui les ont créés et de ceux et celles qui y vivent. La matrice qui entoure la planète Terre est encore présente et nous remercions les êtres qui par le son, le chant et les envois d'amour ont créé des sas qui, tels des routes, laissent place à la lumière. Est-ce que tu penses donner du grain à moudre à certains qui parlent de
terre prison, Anne. C'est pas une terre prison, mais on est entouré de ce qu'on a créé. Et je veux dire, à chaque fois qu'on crée des guerres, qu'en tant qu'humain, on crée une guerre, on crée des maladies, ou enfin on base notre vie sur de l'argent, sur des choses globes, quoi, en fait. Eh ben, elles ne disparaissent pas. C'est ça l'histoire. C'est qu'on n'imagine pas l'humain en général, l'humain en tout cas ordinaire peut-être, en tout cas l'humain en général, ne pense pas que ses actions, ses paroles vont avoir un impact quelque part. Et c'est là où justement on est en train de venir à autre chose, à se dire maintenant tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense a vraiment une action, enfin vraiment quelque chose de créateur. Et c'est ce qui va nous permettre de sortir de cette matrice. C'est pour ça. Et être dans cet univers glauque, ça m'a donné cette sensation qu'en fait, on l'avait créé et que donc on pouvait le décréer. Parce qu'on a été créateurs, on est tous créateurs de ça. On donne la main sans arrêt à des forces de sombres, disons, par exemple par nos incompétences, enfin nos guerres intérieures, par nos colères, par notre haine, par tout ce qu'on entretient à l'intérieur de nous. Et enfin, quelque part, je sais que le monde extérieur est à l'image de notre monde intérieur. Donc, ce qui veut dire que notre monde intérieur actuellement est chaotique, en transformation, mais chaotique. Et c'est à nous maintenant à le rendre de plus en plus lumineux pour que le monde extérieur, petit à petit, puisse effectivement devenir lumineux lui aussi. On n'est pas séparés du monde. On n'est pas séparés de la planète Terre. Lors de mes premières expériences, par exemple, quand je me suis éloignée de la planète et que j'ai vu que la planète était comme un être malade, quand je suis retournée auprès de mon guide, je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était au début, je savais pas trop, quoi. Et il m'a dit, mais tu sais, la planète est malade. Effectivement, tu l'as vue comme un corps malade, et c'est vrai. Et il m'a dit, elle est malade. Alors je lui ai dit, elle est malade de pollution, elle est malade de quoi? Il m'a dit, non, la pollution, c'est quelque chose qu'on pourrait éradiquer très facilement. Vous en avez les moyens, mais on ne vous les donne pas. La guérison, pareil, les maladies, on pourrait guérir facilement. On ne vous les donne pas. Alors le bon, on verra après qui c'est. Mais par contre, ce que vous faites, je dis, a un impact. Et la Terre est malade de la pensée des hommes. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue qu'effectivement, enfin que petit à petit, je me suis rendu compte que nos pensées étaient polluantes, mais qu'elles n'étaient pas polluantes que pour nous. C'est pour ça qu'on a écrit le livre Forme Pensée avec Antoine, mais elles sont polluantes pour nous, elles sont polluantes pour la planète, elles sont polluantes pour l'univers et pour notre univers intérieur. Et c'est là qu'on peut jouer et c'est là qu'on peut gagner. Et c'est là qu'on peut agir, évidemment. C'est ce qui m'a beaucoup touchée dans ton ouvrage et je voulais aussi te remercier pour ça. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a le côté, mais c'est simple en fait. C'est quand même une très très bonne nouvelle. Le livre, on donnera pas tout, mais bien sûr regorge de petites pratiques accessibles. Et vraiment, j'insiste là-dessus, accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que cet ouvrage, c'est vraiment le mode d'emploi. Comment être un humain sur Terre, niveau 1, quoi. Vraiment simple et accessible à tout le monde. Des pratiques, là pour le coup, quel qu'en soit votre niveau de conscience, d'éveil, de quoi que ce soit, quel que soit votre niveau social, financier, culturel, quoi que ce soit, tout le monde peut vraiment s'approprier ces différentes pratiques. Et en ça, c'est un énorme cadeau, je pense, pour toute l'humanité. Avec surtout, ce qui reflète, mais c'est simple. Les solutions sont hyper simples. On y reviendra, j'espère, un petit peu plus tard, justement, sur l'importance de la pensée et des mots. Et je voulais vraiment te remercier pour ça, parce que c'est une des causes qui me sont chères aussi. Et je commencerai peut-être par la toute première pratique que tes guides nous suggèrent, et sans doute la plus simple et la plus accessible. Le sourire. C'est sourire. Sourire. Oui. Est-ce que tu veux bien nous remettre en lumière, j'en ai presque des frissons à quel point, mais nous faire prendre conscience à quel point cette seule pratique peut déjà, à elle toute seule, presque changer le monde? C'est ça, c'est tout simple, mais effectivement, déjà ce sourire à soi, parce qu'il y a des personnes qui disent, ah ben oui, quand je leur en ai parlé, par exemple, quand on s'en va en voyage avec eux, ou quand on est en stage, on parle de ça, et elles me disent, ben c'est vrai, on pense pas à ce sourire. C'est comme, en fait, avoir de l'affection pour soi, en tant qu'être divin aussi, et puis sourire au monde, sourire à ce qui se passe à l'extérieur, sourire à la beauté, et quelquefois on traverse des univers qui sont glauques, mais il y a toujours un petit peu de beau quelque part. Et ce beau, c'est important de le saluer, et puis de saluer les êtres aussi,
Qu'on les connaisse pas, ça n'a pas d'importance. Et moi, je me souviens qu'il y a pas longtemps, il y a une personne qui habite Paris et qui me dit: «Ah, j'ai fait votre exercice». Elle m'envoie un message: «J'ai fait votre exercice», et ça a été très drôle parce qu'elle dit: «Ce matin, je me suis levée, j'ai dit je vais sourire». Elle dit: «Il y a plein de gens qui m'ont souri et il y a même des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont parlé». Et elle dit: «J'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai fini ma journée, j'étais en super forme». Alors, je trouve que c'est chouette parce que c'est pas difficile, il faut juste y penser. Souvent, on est préoccupé, on pense pas, on regarde même pas les gens. C'est comme s'ils n'existaient pas. C'est important de regarder, d'avoir conscience que l'autre est là et que l'autre, c'est un peu nous aussi. Parce que à partir de ce moment-là, je dis, il y a quelque chose qui se défait en lui, qui se défait en nous, et on a une communication verbale ou non verbale, peu importe, hein, en fait. On peut juste se croiser, ça n'a pas d'importance, mais il y a quelque chose de beau et de plus léger qui se passe. Et ça, tout le monde peut le faire. Je rajouterais juste, oui, à condition de lâcher les téléphones portables. Parce Oui, que voilà, on se souvient quand même, on s'en souvient à nos âges, quand on était enfant, il n'y avait pas les téléphones portables, et quand on allait à l'extérieur, on était amené à croiser des regards. Je me souviens sur le parcours, en étant toute jeune, quand je monte à la capitale pour la première fois, il n'y avait pas encore les téléphones portables, et ça m'avait choqué de voir que des fronts. Ils sont bizarres les gens ici, alors c'était dans leur journal, dans leur bouquin, etc. Il n'y avait pas encore les portables, les tablettes, tout ça, mais ça m'avait déjà noté. Je me dis, là, en 20 ans plus tard, en fait, c'est partout sur la planète qu'on ne croise que des fronts. Qu'on ne croise plus des regards. Donc, pour pratiquer, déjà appliquer cette notion de sourire à soi et donc à l'extérieur, au reste du monde, être témoin de la beauté, de l'émerveillement d'une petite libellule qui passe, ou d'une paillette dans le regard d'un enfant, peu importe, ça sous-entend déjà de lâcher peut-être ces appareils aussi intrusifs que sont nos téléphones portables. ça avait été fait pour qu'on soit séparés, quoi, et qu'on oublie qu'on est tous ensemble, en fait, et que c'est nous, à nous tous, qu'on va pouvoir faire quelque chose de beau, quoi. Et casser cette matrice, aller au-delà et vraiment nettoyer tout ça, quoi. Alors, des clés pratiques, tu en donnes beaucoup. Le premier, le sourire, bien sûr. Alors, il est stipulé que c'est mieux le matin ou le soir, ou peu importe dans la journée, hein. Il faut s'accorder un sourire dans la glace de notre salle de bain. Sourire au moins à 3 personnes que nous ne connaissons pas, ou qu'on connaît, hein, par ailleurs, à la nature, aux animaux, aux végétaux, mais aussi à notre organisme tout entier. Donc, c'est assez intéressant. Et plus tard, tu nous donnes aussi une autre clé pratique par rapport à notre posture physique, physiologique, hein, par rapport à la mâchoire. Si elle est serrée, il faut la détendre. Nos épaules, si elles sont relevées, il faut les relâcher. Nos mains, si elles sont fermées, il faut les ouvrir. Tu stipules que notre respiration peut être bloquée, hein, notre dos peut être voûté, comme si on portait le monde entier sur nos épaules. Et ça aussi, ça a un impact au quotidien, notamment, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé, hein. À force de employer cette posture-là, ça peut avoir vraiment des répercussions significatives sur notre vie. Mais oui, parce qu'on est en état de défense, en fait, tout le temps. Et alors, cette contraction fait que cet état de défense va attirer l'agresseur et en même temps va attirer des agressions. Alors que quand on est en état de détente, en plus, je veux dire, on a beaucoup plus de force et d'énergie pour agir s'il se passe quelque chose. Quand on est en état de contraction, on peut pas. Il y a quelque chose qui bloque à ce moment-là, on est bloqué, quoi. Donc ça, c'est important aussi. Et toi, quand tu te promènes dans la rue ou dans ton entourage, éventuellement, dans ton village, est-ce que tu constates que les gens adoptent cette posture trop souvent, peut-être? De contraction, oui. Oui, oui, bien sûr, parce que c'est comme si à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose qui est en état d'autodéfense, quoi. Donc, je me crispe, je suis tendue parce que je pense à des choses qui sont tendues, qui sont pénibles, ou des trucs à faire, quoi, tout simplement, hein. Mais en fait, ça donne pas cette ouverture qui fait que, justement, même dans les grands maîtres au niveau de la défense, par exemple dans des maîtres chinois ou japonais, ils arrivent par leur état de détente à dérouter l'adversaire. Alors que là, si un choc arrive, au contraire, il va arriver, mais on va être coincé par la rigidité qui est la nôtre. Donc on est moins susceptible de pouvoir effectivement agir. On va réagir, mais on va réagir et ça va être beaucoup plus dur que d'agir. Et en ce moment, vu la traversée qu'on est en train de faire, on a intérêt à avoir la souplesse des arts martiaux, par exemple, où c'est d'être dans un état de détente qui permet à ce moment-là d'agir comme il faut. Alors, tu parlais justement d'adversité.
de réaction. Et tu demandes à un moment, tu questionnes tes guides et tu dis alors faire des provisions en cas de pénurie, avoir un terrain pour cultiver et pouvoir respirer loin des villes, chercher l'autonomie pour ne plus dépendre de qui que ce soit, est-ce tout cela qui pollue et encombre notre mental? Et la réponse de tes guides est claire, elle vient rapidement. Ce n'est pas cela qui est un obstacle, bien au contraire, mais l'obsession et la peur qui l'accompagnent finissent par recouvrir de poussière vos corps subtils. Ne vous y trompez pas. L'ennemi qui semble vous rendre la vie tellement absurde n'est pas l'agresseur que vous imaginez. L'agresseur, celui que vous redoutez, est toujours intérieur. Donc on en revient à cette responsabilisation. C'est ça. Et en même temps, je trouve que ça donne de l'espoir parce que si en fait c'est nous qui sommes notre pire agresseur, si c'est nous qui sommes le plus dangereux pour nous-mêmes, on va pouvoir faire quelque chose. On est capable de voir les choses différemment, de relativiser. Alors effectivement, en cas de pénurie, c'est mieux d'avoir de la nourriture chez soi. C'est bien d'avoir un jardin. Je l'ai souvent dit. J'ai dit, essayez d'être autonome parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas les règlements qui vont être donnés et les règlements qu'on n'aura pas du tout envie de suivre, par exemple. Donc, si on veut pouvoir être libre par rapport aux ordres qui seront donnés, parce qu'il y a encore quand même 2 bonnes années quand même où il faut s'attendre à ce qu'il y ait des nouvelles, des ordres, des obligations. Mais si on veut pas les suivre, il faut quand même qu'on soit autonome. C'est préférable, quoi. Tu plaçais ce mot tout à l'heure, cette souplesse auquel on est invité par tous les plans sur tous les corps, laisse un petit peu plus de place à l'intuition. Alors j'ai bien envie de te poser la question qu'on nous pose tout le temps. Comment est-ce qu'on fait la différence entre l'intuition et le mental? Et oui, alors souvent, on pense que au niveau du mental, par exemple, on cherche, quoi, on voudrait avoir une réponse, mais on s'adresse à notre côté émotionnel. Et le côté émotionnel va faire appel évidemment au mental. Par exemple, je choisis telle direction parce que c'est mieux, parce que la route est plus droite ou des choses comme ça. Mais en fait, l'intuition, c'est quelque chose d'autre. C'est vraiment, c'est au moment où on arrive à faire le silence en soi, petit à petit. Et je veux dire, tout ça, toutes ces petites choses, c'est comme un entraînement. Ça veut dire qu'il faut il faut pratiquer, il faut le faire régulièrement, il faut le faire souvent, et pour s'apercevoir ce que ça va apporter, ce que ça va amener. Et par exemple, pour l'intuition, quand on arrive à un moment donné à laisser passer nos pensées, alors je parle d'un écran noir ou d'un écran blanc, on va laisser passer nos pensées. On croit au début ne pas en avoir, après on s'aperçoit qu'on en a plein, après on s'aperçoit qu'on les suit. Par exemple, on va penser à une chose qui va nous entraîner vers autre chose et encore autre chose. Et puis on revient à notre écran. Le jour où on arrive à avoir un millimètre de seconde, quelques secondes, où il n'y a pas de pensée, à ce moment-là, on va capter la plus haute partie de nous et l'intuition supérieure. Et là, on est sûr de ne pas se tromper. On sera en contact avec la source, avec notre source et avec la source aussi, parce que c'est le laps de temps où le mental ne peut pas agir. Et quand on est aussi dans l'instant présent, et ça, il y a des auteurs qui en ont parlé, comme Eckhart Tolle et d'autres, quand on est dans l'instant présent, l'ego, le mental ne sont plus actifs. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être dans l'instant présent. À ce moment-là, on peut avoir de l'intuition. Le reste, après, on peut avoir effectivement des intuitions mélangées avec de l'émotion, de l'émotionnel ou avec du mental. Ça peut marcher en partie, mais ça va pas être l'intuition supérieure. Celle qui fait que là, on est sûr de pas se tromper. L'école de la Terre offrait il y a bien longtemps un niveau vibratoire tellement élevé que la paix régnait dans son monde pour tous les règnes et entre tous les règnes. Et là, je me pose des questions. Il y en a d'autres qui posent la question. Bah oui, c'était quand cette fameuse période? On veut y revenir, Anne. Non, il y en a qui m'ont demandé, les lions, est-ce qu'ils étaient végétariens? Ah, oui, bon, on n'ira pas aussi loin. Mais c'est vrai que cette période, c'était, on pourrait dire avant l'Atlantide, avant la Lémurie, donc il y a bien longtemps. C'est vrai qu'à cette période-là, la Terre était dans un état vibratoire qui permettait, et donc si on retrouve cet état qui permettra, qu'il y ait une paix qui règne. Alors la paix, ça ne veut pas dire l'ennui, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, mais alors, si tout le monde est bien, si tout le monde est gentil, on va s'ennuyer. » Enfin bon, bref. C'est pas gagné avec ce type de pensée-là, pardon pour le jugement, mais... C'est cucu les petits oiseaux, les licornes... Non, associer la paix à l'ennui, je trouve ça intriguant. Ouais. Et donc, c'est comme si les émotions n'existaient plus, mais je veux dire, il y en a d'autres, et puis elles sont au contraire amplifiées. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était comme ce qu'on pourrait voir dans des images de paradis, les lions à côté des biches, les humains entre eux, les races différentes, les religions différentes,
peu importe, il y a pas d'animosité. C'était vraiment une époque grandiose et il faut qu'on retrouve cette époque avec une autre dimension en plus. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas juste, qu'elle ne nous soit pas donnée, mais qu'on arrive à la reconquérir à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, elle va exister à l'extérieur de nous, forcément. Et ça, c'est énorme. On n'est pas en paix avec nous. On est toujours en train de se contrarier, de pas être d'accord, quoi, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine figure reptilienne à effacer du paysage pour arriver à ce genre d'objectif? Parce que je lis effectivement. Pouvez-vous imaginer un monde où le loup côtoie l'agneau, où le lion et la biche marchent côte à côte, où les croyances et les différences ne font pas obstacle à l'entente, où en essence la vie est sacrée? Et ça effacerait de facto tout le côté dualité, compétition, capitalisme, tout le paradigme actuel en réalité, et puis le côté animal aussi quelque part. Naturel. Il y a un côté animal qui peut être beau et puis il y a un côté animal qui est destructeur, quoi. Mais pas de destruction gratuite. Je veux dire, les choses se détruisent parce qu'à un moment donné, elles ont fini leur rôle, leur vie, leur cycle. Oui. Il y a une renaissance. Mais il y a quelque chose comme... Alors, il y a des films, par exemple, comme Avatar ou tout ça, où on peut voir des petits bouts de choses qui pourraient ressembler à ça. Et où je trouve que c'est intéressant quand même de voir que, forcément, les gens qui font de la science-fiction vont sur des sphères où ils captent des choses sans le savoir et ils les ramènent. Alors tes guides t'expliquent, et là ça nous donne un peu de baume au cœur. De plus en plus rapidement, nous voyons des cœurs qui s'éveillent et rallument la flamme qui y dormait encore. Nous assistons à des prises de conscience qui se forment et déstabilisent ceux et celles que vous croyez puissants. Ceux et celles que vous nommez souvent prédateurs ne cherchent pas à vous attaquer car il y a plus urgent pour eux. Ils sont davantage préoccupés par l'ultime façon de mettre en place des moyens pour se défendre du réveil de l'humanité, même si ces moyens doivent détruire une partie de celle-ci. On voit en ce moment tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on voit des agissements rapides. Moi, je me souviens quand j'ai écrit le livre sur le gouvernement mondial. À l'époque, je veux dire, tout le monde disait non, ça n'existe pas. Ils mettaient déjà des puces dans les chevaux de course. On disait mais ça s'arrêtera là. Mais la prévision, c'était de les mettre dans l'humain. Et on a écrit le livre Celui qui vient. À ce moment-là, je veux dire, à un moment donné, il y a un chapitre à la fin. Enfin, il y a plusieurs chapitres. Il y a une centaine de pages quand même qui s'appelle Conspiration. Et c'est ce livre-là qui, en fait, a créé après tous nos problèmes, évidemment. Mais nous, on ne s'est pas aperçu quand on écrivait tout ça et quand on voyait les scènes, par exemple la scène où Eisenhower qui était en train de signer des pactes dans des souterrains des États-Unis avec des grilles et avec d'autres êtres de l'espace, on ne se doutait pas que, je veux dire, tout allait devenir comme ça l'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, personne ne se cache. Ils ne se cachent plus. Je veux dire, ils n'ont plus de problème avec ça. Parce que leur problème, c'est plus ça. C'est plus de ne pas montrer ou de montrer. Là, ils y vont franco. Ils se montrent. Et c'est incroyable quoi, de voir ça. Et leur peur, c'est de ne pas arriver à faire l'agenda comme ils l'ont prévu. Et ils sont en train de se rendre compte qu'ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prise de conscience. Par exemple, au mois d'août, je me souviens très bien d'un message où un être me dit, mais de toute façon, il y a 2 milliards de personnes qui sont en train de s'éveiller, quoi, qui s'éveillent. Et je me suis dit, waouh, c'est génial. Après, j'ai dit, bon, 2 milliards, ok, mais on est, je ne sais plus combien de milliards. 8 milliards maintenant, quasiment. Alors j'ai dit, et les autres? Alors ils m'ont dit, mais quand ils vont voir que ces 2 milliards font leur agissement sur les plans subtils font un impact dans le plan physique, il y en a une bonne partie qui vont suivre de toute façon. Et puis il peut pas y avoir que des locomotives, il y a des locomotives, des wagons, c'est normal. Et puis ne vous occupez pas des autres. Les autres, ce sont des êtres qui ont besoin d'expérimenter la 3e dimension et qui sont dans cet univers et c'est leur univers et ils en ont besoin. Donc ne vous préoccupez pas de ça. 20 milliards, c'est énorme. Hein, c'est quasiment 15% de la population mondiale. Moi, j'aurais pas dit autant. Je me suis dit, c'est extraordinaire. Moi non plus, je pensais pas autant. Et ils m'ont dit, ne les cherchez pas forcément dans des milieux spirituels, etc. Ils sont égrenés, enfin, essaimés partout. Donc, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est une époque où il y a quoi ? Les anciens Atlantes qui reviennent, les anciens Lémuriens, ils n'ont pas envie que ça se repasse de la même façon. Il y a aussi des êtres qui viennent des étoiles, puisque dans Révélation galactique, tome 1, il y en a qui ont dit, mais de toutes les étoiles qui s'occupent de la Terre, enfin de toutes les planètes qui s'occupent de la Terre, nous avons des envoyés sur Terre, qui ont une apparence physique normale et qui n'ont pas forcément des postes clés du tout. Hein. Mais il y en a peut-être, mais d'autres non. Et
avec ça, ils disent, de toute façon, on est tous revenus pour que ça ne se passe pas de la même façon où ça s'est passé les autres fois. Donc c'est pour qu'on puisse passer cette histoire. Les apôtres sont revenus, Yeshua aussi, qu'on a pu rencontrer nous en Syrie par l'Esprit du Soleil, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. C'est comme si tout le monde se rassemblait en disant, cette fois, on va y aller et on va y arriver. Pareil, au titre individuel, j'ai bien aimé cette image de nous ne sommes pas les photocopies de nos ancêtres, et ça me semble une des clés aussi les plus importantes dans cet ouvrage. Comme tu le dis, on n'a pas envie de réécrire l'histoire de la même manière, il faut que ça change, il faut se renouveler. Et tu nous donnes cette invitation à titre individuel d'observer un petit peu les comportements, c'est ça, de pas reproduire tout ce qui est peut-être conditionné sans qu'on en ait conscience vraiment. Complètement. C'est-à-dire, on va dire par exemple, ah oui, j'aime telle chose, et puis on s'aperçoit qu'en fait, c'est parce que nos parents aimaient telle chose. Ou je déteste, ou j'ai peur des araignées parce que ma mère avait peur des araignées. Ça, c'est des trucs tout bêtes. Il y a des choses beaucoup plus profondes qui font qu'à un moment donné, on est en train de recopier la même histoire. On divorce au même moment, ou on se marie au même moment, on a le même nombre d'enfants. Enfin, on refait l'histoire des parents. Puis à un moment donné, on se dit, non, ok, là... il y a quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose qui est pas d'actualité. Je veux dire, on n'est pas là pour refaire l'histoire parentale. Alors c'est vrai qu'il y a les constellations familiales qui montrent qu'effectivement on guérit des histoires de nos ancêtres et que si on s'incarne dans une famille, ça n'est pas du hasard, ça c'est évident. Mais ceci dit, on n'est pas là avec l'obligation de refaire les mêmes choses. Donc je dis, faites du nettoyage, que ce soit dans les maisons, que ce soit autour de nous, que ce soit dans nos valeurs. C'est Krishnamurti qui parlait beaucoup de ça aussi, qui disait, mais faites table rase de tout ce que vous connaissez, de tout ce que vous faites d'habitude, et puis dites-vous, quand vous reprenez quelque chose, reprenez-le parce que c'est vous, parce que ça vous plaît, parce que ça vous parle, parce que ça fait partie de votre histoire, mais pas parce que c'est une habitude. Oui, c'est ça, c'est une vraie invitation, une vraie libération, une vraie invitation à être soi, à revoir vraiment cette copie comme une page blanche et non pas déjà inscrite depuis plusieurs générations sur des conditionnements, des programmes, que ce soit sociétal, familial, culturel, etc. Les niveaux, on fait la guerre parce qu'il y en a qui ont fait la guerre. On fait tel boulot parce que ça fait partie de la famille. Non, c'est complètement différent maintenant. Et c'est ça qui va faire de nous des individus à part entière, des êtres debout. Oui, puis il y a le formatage culturel, cinématographique, politique. Oui. J'en reviens à ton bouquin, tu parles de tes guides parlent de ceux qui délaissent le pouvoir de l'amour pour l'amour du pouvoir. J'adore cette phrase. Cette petite fraction d'humanité qui semble détenir le pouvoir et la finance ne vous comprend plus. Et c'est là votre force. Sachez simplement que lorsque vous vous lèverez à l'intérieur de vous, ils se dégonfleront comme des ballons de baudruche. Ils ont misé sur vos peurs et nourrissent les armées de l'ombre qui sont pour le moment à leur service. Et là, c'est intéressant. Tes guides y rétorquent. Lorsque je dis pour le moment, cela n'est pas une tournure de phrase, mais une réalité bien concrète. Les armées de l'ombre obéissent aux vainqueurs et non aux vaincus. Elles partiront en cas d'échec car elles ne sont attachées que par la nourriture que la population terrestre leur offre journellement. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler du louche ? Du louche ? Non. C'est un phénomène qui est élaboré notamment dans le cas de l'ufologie et plus particulièrement des gnostiques, qui parlent de cette énergie que l'on donne, telle du bétail, à toutes ces élites, à travers nos peurs, à travers nos égrégores, nos formes pensées, quelles qu'elles soient, tant qu'elles sont négatives. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas une solution qui est très simple, parce qu'on est dans les cas concrets, est-ce qu'il ne faudrait pas jeter sa télé par la fenêtre et vider son compte en banque, déjà, en premier lieu ? On a justement quelqu'un qui m'interviewait, un Québécois, franco-québécois, là, qui disait « Moi, j'ai jeté ma télé par la fenêtre. » Ben oui, mais c'est symbolique. On va aux ordures et c'est bon. Et il a dit « Et depuis, je ne regarde pas. » Mais bon, effectivement, je trouve qu'il faut faire des choix. Si on est en train de regarder ce qu'on veut nous faire croire, on alimente à la fois la peur, à la fois l'angoisse, à la fois la peur de la mort, la peur de la survie, de ne pas y arriver, la peur de tout, quoi, en fait. C'est surtout la peur, en fait, qui nous habite à ce moment-là et qui peut se transformer en colère, qui peut se transformer en haine. Oui, ceux-là font ci, ceux-là font ça. Et on alimente ces entités que j'ai déjà vues qui n'ont pas de corps, mais qui se nourrissent de nos pensées, de nos peurs, de toutes nos émotions. Et ces émotions les nourrissent. Et plus elles sont là, plus près de nous, plus elles ont besoin de nourriture, et plus effectivement elles vont créer des événements qui vont augmenter cette peur, augmenter cette colère, augmenter tout ce dont elles se nourrissent. Et donc,
effectivement, arrêtons de les nourrir. Alors, c'est pas parce qu'on va faire des grandes bagarres, c'est pas parce qu'on va faire des luttes. Et c'est ce que je dis toujours, c'est pas par la lutte physique qu'on va y arriver. Parce que là, ils sont beaucoup plus forts que nous. Ces êtres qui veulent effectivement posséder la terre, nous traiter comme un troupeau de moutons, et puis, enfin, etc. Ils sont bien capables, à travers des actions physiques, d'être beaucoup plus puissants parce qu'ils les connaissent. Je dis, on fait une révolution, ils en ont rien à faire. On fait, d'ailleurs, il y a eu des tas de révolutions, elles ont toujours terminé de la même façon. Hein. Toujours des personnes qui remplacent d'autres personnes et puis ça se termine pareil, quoi. Ou c'est pire, mais enfin bon, il y a toujours les vainqueurs, les vaincus, et il y a toujours les victimes et les bourreaux. Donc, il faut arrêter de jouer ces rôles-là à un moment donné, de sortir de toutes ces histoires de prisonniers, quoi, en fait, où on alimente ceux, justement, qu'on ne veut pas voir. Et je l'explique, par exemple, quand je dis, quand quelqu'un dit je lutte contre la guerre, alors il lutte, mais il est en train de renforcer la guerre inconsciemment. Parce qu'il a de la colère, parce qu'il veut renforcer la guerre, enfin, lutter contre la guerre, je veux dire. Donc, il va donner de la nourriture à la guerre. S'il travaille pour la paix, il va donner de la nourriture à la paix. Apparemment, c'est pareil sur un plan physique. On a l'impression que les gens agissent pareil, mais c'est pas du tout pareil sur les plans subtils. Et c'est là où ça compte. Et maintenant, la dimension dans laquelle on passe, le tunnel dans lequel on est, notre porte de sortie, c'est vraiment d'agir avec les plans subtils, c'est de savoir qu'on a du pouvoir, que ce qu'on peut faire sur ces plans-là va rejaillir sur la planète Terre, dans le physique, dans la matière, et que c'est ça qui va agir. Mais que l'inverse n'est pas vrai. C'est pas parce qu'on va agir physiquement. Alors évidemment, on va agir physiquement pour ça. On va créer. Il y a des gens qui sont des créateurs extraordinaires et qui font des choses extraordinaires. Donc, ils sont déjà en train de mettre en place un nouveau monde. Mais ils ont aussi les concepts qui vont avec. Ils ont aussi les idées. Ils ont aussi les pensées qui vont avec. Mais il faut d'abord commencer à être maître de nos pensées plutôt que de laisser les pensées être nos maîtres. Parce que c'est ça qui est grave en ce moment. C'est que nous sommes des machines à penser et toutes ces pensées finissent par créer un chaos. Soyons petit à petit maîtres de nos pensées, sachant que telle pensée, ok, on pense, on va pas à chaque fois se verbaliser, disons, mais se dire, ok, bon, on a pensé comme ça, bon, on pourrait penser autrement, quoi. Par apprendre à ne pas juger, c'est important. Et à ce moment-là, il va se passer des choses sur les plans subtils où on va être des acteurs extrêmement puissants. Et c'est ça dont les êtres qui aimeraient avoir la planète sous leur contrôle ont peur. Parce que ça, ils ne savent pas gérer ça. Quand on manifeste, on les nourrit ? Pas forcément, mais je veux dire, ça a pas. Ils ont l'habitude que s'il y a de la colère, s'il y a de la haine, s'il y a de la violence, forcément, ça oui. Mais une manifestation, ça fait tomber quelquefois des états, ça peut faire. Mais on ne sait pas dans quel sens ça va. On ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas qui est dedans. Donc, en fait, on peut faire très bien le jeu de l'ombre en croyant sincèrement aller dans un sens positif. Oui, tu nous donnais aussi cette astuce justement en parlant de paix et de paix intérieure par rapport aux pensées, mais de s'appliquer aussi à une forme de congruence. C'est-à-dire d'observer les pensées, mais aussi les mots, aussi les émotions, aussi les actes, d'essayer de trouver justement cette forme de paix intérieure à travers cette congruence. Et en quoi, justement, j'imagine, c'est ce que je voulais te demander, vibratoirement, ça doit envoyer quand même une fréquence totalement différente si c'est en paix à l'intérieur entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens et ce que je fais. Alors quand on est en cohérence, déjà on est bien. Et ensuite, je veux dire, ce qui va se passer sur les autres plans, ça va être vraiment quelque chose de bénéfique. C'est pour ça que c'est important. Mais je dis, c'est comme un entraînement du Jedi, quoi. On va s'entraîner à sourire, à penser différemment, à faire les choses différemment, parce qu'on le sait au fond de nous, mais on ne le pratique pas. Et c'est ça. Maintenant, il est temps de mettre en pratique. On sent dans ce que tu nous dis que ça apporte une sorte d'affirmation, de fermeté, c'est-à-dire que ça bouche les failles, finalement. Si je suis cohérente entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens et ce que j'agis, ça bouche les failles. On a presque cette image-là, comme ça, d'une fréquence, du coup, qui est beaucoup plus solide. C'est ça, et on passe à travers cette espèce de période agressante, agressive, où on se sent mal, où notre corps essaie aussi, lui aussi, de se réajuster par rapport aux fréquences qui sont envoyées, on monte petit à petit notre taux vibratoire. Alors les gens me disent, mais comment on monte notre taux vibratoire comme s'il fallait faire des choses extrêmement magiques? Je dis déjà, pensez différemment. Mais si vous apprenez à respirer, si vous buvez l'eau en conscience, si vous respirez en conscience,
ne serait-ce que ça, vos cellules vont changer. Si vos cellules changent, votre taux vibratoire change. Donc, les ondes qui sont envoyées à un certain niveau, c'est-à-dire au niveau d'une majorité apparemment, ne vous toucheront pas ou vous toucheront beaucoup moins. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Parce qu'à ce moment-là, vous allez traverser la période avec plus de sérénité, plus de force, plus d'assises, capable de dire non à ce qui est complètement aberrant. Et à ce moment-là, je veux dire, quand il y a beaucoup de gens qui disent non, on peut pas obliger, enfin, je veux dire, les gouvernements se sentent impuissants dans ce cas-là. Ils peuvent pas mettre tout le monde en prison. Ils peuvent pas torturer tout le monde. Donc, à un moment donné, c'est tout ça s'arrête. Et c'est comme des ballons de baudruche qu'on a autour de nous. On leur donne notre pouvoir et ils gonflent et ils gonflent et ils gonflent et ils en font n'importe quoi. Et à un moment donné, on cesse de les alimenter et ils vont disparaître d'eux-mêmes. On n'est même pas obligé de lutter contre eux parce que ça sert à rien. On a l'impression que c'est l'objectif de Macron, de nous énerver en permanence. Mais vraiment, il le fait exprès. T'as remarqué toi aussi? Non, mais il le fait exprès. C'est un troll. C'est la technique du troll. Ouais. Il y a même plus de faux apparats, de faux semblants. C'est frontal, quoi. Comme tu le disais initialement, au tout début d'interview, il se cache plus. Et je pense que tous les déboires et toutes les dérives qu'on peut constater, notamment avec la moquette hors de prix de Brigitte, les cérémonies en tout genre et les destitutions, enfin les appels à la destitution suite aux dissolutions, etc. Et cet affront avec lequel il nous répond comme si de rien n'était, je pense que c'est vraiment pour nous pousser à bout. Et que ça le nourrit, ça le fait jouir, en fait, quelque part. Alors lui, ça nourrit et nous, ça nous aide à nous bouger. Parce qu'en fait, je pense que s'il n'y avait pas ces marionnettes, parce que ce sont des marionnettes quand même, parce que ce ne sont pas eux du tout qui gouvernent, c'est évident. Derrière eux, il y a bien plus puissant. Mais même, je veux dire, ces êtres-là sont démunis si on commence à être solidaire alors qu'ils font tout pour qu'on le soit pas. Si on commence à être dans la paix, si on commence à créer des moments de joie, si on commence à faire des réseaux, enfin toutes ces choses-là. Alors là, ils sont complètement démunis parce qu'ils se disent qu'est-ce qui va se passer, comment on va faire pour arrêter ça. Alors ils créent des lois, évidemment, liberticides, enfin ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent. Mais ceci dit, il y a toujours des gens qui passent à travers les mailles et heureusement, ça marche pas quoi leur truc. Ça marche un temps avec certaines personnes, malheureusement, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train de se dire non, là, ça va pas. Quand ils ont fait la variole du singe, là, tout le monde a rigolé, il y avait plein de trucs sur les réseaux sociaux, donc c'était marrant parce qu'en fait, personne n'y croyait, quoi. Ouais. Alors là, maintenant, ils ont trouvé une autre astuce. D'ailleurs, pour les fêtes, ça va être pas mal parce que ils ont vacciné toutes les volailles, ce qui fait que tous les foie gras, toutes les volailles, tout ça, les dindes, les machins, tout ça, ça va vacciner les gens tranquillement. Ils trouvent toujours une astuce, mais enfin, ils essaient de trouver parce que là, ils commencent à se dire que qu'on n'est pas si bête qu'ils pensent, quoi. Donc, c'est ça, quoi. Alors, eux trouvent, mais nous, on trouve aussi. À chaque fois, il y a une parade, je veux dire, parce que je m'aperçois que les gens sont quand même habiles, ont quand même des idées, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, il y a toujours eu la parade qui a fait que on pouvait passer entre les mailles du filet. Je veux dire, à un moment donné, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ils ne sont pas gagnants sur tous les plans. Oui, et ça, on rappelle que tu le relayes justement, toutes ces parades, tu les relayes au sein de la communauté des Robins des Bois, on t'en remercie, puisque ça permet justement si on n'a pas tous les bonnes idées pour se positionner ou pour trouver la bonne parade, d'autres pas si loin le trouvent et tu le mets en lumière. Je voulais à nouveau te remercier pour ça aussi, bien sûr. Est-ce que l'indifférence n'est pas la solution aussi? Je parle sur le plan émotionnel vibratoire. Donc on a dit jeter la télé, on cessera de le dire suffisamment parce que ça enlève quand même déjà un sacré pouvoir. On le sait, l'information est devenue aujourd'hui une des clés principales. Du coup, question là, est-ce que si on joue la carte de l'indifférence, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faudra quand même à un moment donné aussi être force de proposition? Non, oui, ça suffira pas. C'est-à-dire qu'on peut pas être juste indifférent. On peut se dire, bon, ok, ils existent, mais c'est pas notre histoire. Notre histoire, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment. Comment on veut agir pour le monde qu'on aimerait voir, pour l'unité qu'on aimerait voir entre nous tous. Comment on va faire dans le quotidien, mais tout bêtement dans le quotidien d'abord, avant d'essayer de penser à des grandes actions au plan mondial, au plan international. Je veux dire, il y a des acteurs qui sont là pour ça, pour les plans internationaux, les plans mondiaux. Mais je veux dire, nous, à notre niveau, dans la vie de tous les jours, comment on fait? C'est ça, en fait, qu'il faut se poser comme question. C'est pas, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Ok, ils sont là, ils existent, ils essaient de faire leur travail. Mais cette ombre, elle nous pousse dans nos retranchements. Elle nous oblige à nous bouger. Elle nous dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux mourir ou tu veux continuer à vivre ou tu veux faire quoi? Elle est en train de nous poser cette question-là.
Donc, en fait, quelque part, c'est bien qu'elle existe parce que sans elle, on se serait jamais bougé comme on le fait maintenant. Oui, là, pour le coup, elle nous pousse à créer. Ah ben, carrément. C'est ça qui est fantastique, c'est que je me dis, elle a son rôle pour l'instant. Bon, un jour, on espère que quand même, elle va disparaître, mais pour l'instant, elle a son rôle parce que grâce à elle, on bouge. Grâce à elle, on se pose des questions. Grâce à elle, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors, évidemment, pas tout le monde, mais c'est pas grave. Et par rapport à ces acteurs qui ont une mission un peu plus importante, tu nous parles des groupes de 108. Oui, il y a des groupes qui sont en train de se former. À l'époque de Jésus, il y avait déjà des groupes de 108 comme ça qui se formaient autour de lui. C'est un nombre qui est à la base des naissances et des renaissances des civilisations, des mondes. Il y a des personnes qui sont en train d'agir sur les plans subtils. Alors je sais que bon, il y a des groupes qui vont agir dans l'occulte, il y a des groupes qui vont agir, par exemple nous. Je vais vous donner un exemple. C'est que quand j'étais il y a quelque temps là, donc il y avait tout ce génocide sur Gaza là, et je me disais mais c'est pas possible, on va pas rester comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Et j'avais ce sentiment d'impuissance en me disant mais qu'est-ce que je peux faire? Physiquement rien, parce que de toute façon il n'y avait pas de possibilité d'y aller. Enfin bon, même en tant que médecin c'était compliqué. Bon, je veux dire ça allait pas. Et puis à un moment donné, j'ai dit ben, je vais essayer un voyage astral de voir ce que je peux faire. Tout le monde fait un voyage astral chaque nuit, il faut pas l'oublier quand même. Moi, je le fais consciemment, mais il y en a d'autres qui le font inconsciemment. Ils peuvent agir. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me programmer, je vais aller voir des soldats qui sont des humains. Je ne vais pas aller voir Netanyahou, bien sûr. Je vais aller voir des humains. Et ces humains-là, ben, je vais leur dire, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même parfaitement injuste ce qui se passe? Est-ce que vous faites, enfin, ce qui se fait? Donc, j'ai fait ça une nuit. Bon, OK. Et je me suis dit, peut-être il va se passer quelque chose. Et puis 3 jours après, on était dans une chambre d'hôtel, on allume la télé pour regarder la température, ou je sais plus, enfin, ou les nouvelles. Là, il y avait 3 interviews de 3 militaires israéliens qui disaient, ben nous, on déserte parce qu'on en a marre, c'est pas juste ce qu'on est en train de faire, c'est plus ce pourquoi les missions qu'on voulait faire au départ, quoi. Ça correspond plus du tout. Et je me suis dit, bon, peu importe que ce soit par mon action ou par l'action d'autres personnes, je me suis dit, effectivement, c'est une réponse pour moi, en tout cas, ça veut dire qu'on peut agir sur ces plans-là et que tout le monde peut le faire. On peut le faire en groupe, on peut le faire en petit groupe, mais on peut aller sur des coins. On peut aller, par exemple, je sais pas, moi, il y a par exemple Paul Watson qui a été injustement emprisonné, il y a Rainer Fulmich, mais il y a aussi l'Ukraine, il y a aussi, enfin, il y a plein d'endroits où on peut aller et où on peut essayer de trouver les humains qui, eux, n'ont pas envie. En Ukraine, il y a plein de soldats qui n'ont pas envie de gars, qui n'ont pas envie d'être soldats. De donner leur vie pour des histoires comme ça. S'ils arrêtent à un moment donné, ben, s'ils arrêtent, qu'est-ce qui va se passer? Ben, à ce moment-là, il n'y a plus de pouvoir sur eux. Je me dis, on peut agir aussi sur ces plans-là. Oui, la désobéissance civile. Tu parles aussi de la respiration, alors on va revenir sur les clés. Hein. La respiration en conscience, un minimum de 3 fois par jour en faisant 7 respirations. Alors, ce n'est pas des respirations de yoga ni rien, hein, parce que bon, moi je fais du yoga, ok, c'est bien, mais c'est pas ça, c'est juste se rendre compte que ce qu'on est en train de respirer, c'est du prana, c'est-à-dire tout ce qui permet au monde d'exister. Il n'y aurait pas d'existence s'il n'y avait pas ces particules de prana qui sont au-delà de l'air, mais qu'on respire en même temps qu'on respire de l'air. On respire le prana, et le prana, c'est ce qu'on appelle la circulation divine, parce que sans prana, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas d'objet, il n'y a rien. Plus rien n'existe. Et les premières sorties que j'ai fait hors du corps, je me suis rendu compte qu'en fait, partout, même le moindre objet avait une vie qui pétillait, c'est-à-dire il y avait des étincelles de lumière autour de lui qui faisaient que c'était vivant. Chaque objet ? Tous les objets. Y compris une Kalachnikov ? Ah, ça, j'ai pas vu. Oui, non, mais c'est une question qui peut sembler pertinente. Oui, tout à fait. Je pense que l'objet, et c'est pour ça que sur certaines planètes, ils disent, mais pour nous, tout est peut-être pas sacré, mais en tout cas, je veux dire, on en tient compte, quoi. Je veux dire, on jette pas un objet comme ça. On honore ce qui est là, quoi. Donc, la respiration, qu'on soit n'importe où, on peut respirer tranquillement en sachant qu'on respire la divinité, qu'on respire les particules de prana. Il y a des gens qui se nourrissent de prana, mais là, on le respire. Et en le respirant, la qualité de nos cellules vont changer et vont se nettoyer et vont acquérir une autre densité, une autre dimension. Et ça aussi, ça permet de monter de niveau vibratoire et donc de traverser les problématiques avec beaucoup plus de facilité.
Sur la respiration, je voulais citer justement tes guides. Pour respirer, nul besoin de vous mettre dans une position particulière ou de faire un rituel quel qu'il soit. Respirez naturellement là où vous êtes, sans faire appel à d'autres éléments sinon vous-même. Nous savons que le plus compliqué pour l'humain sera de ne pas oublier. Non pas oublier de respirer, mais de respirer en conscience. Et ces derniers mots prononcés par mon guide se terminent par un éclat de rire communicatif. Bon, tu me vois venir, comment on fait pour pas oublier? Ah ben oui, je sais pas. C'est ça, hein. On peut se mettre une petite sonnerie là, Ouais. comme les musulmans qui font des prières là, je veux dire, ils ont une sonnette là qui se met en place le matin, à midi, le soir, où on se dit tiens, au moment du repas, avant le repas, Ouais, où le muezzin. on se donne des codes quoi, et puis on finit par y arriver, mais au début c'est vrai qu'on oublie, c'est sûr, mais c'est normal. Il faut accepter aussi de pas être au top tout de suite, de se dire bon bah il faut un entraînement, comme pour une langue, comme pour un sport, comme on s'entraîne et après ça devient naturel. Tu te sentirais capable de te mettre au respirianisme intégralement et d'arrêter la nourriture? Bah, j'y ai pensé, je me suis dit est-ce que ça vaut le coup parce que c'est sympa de manger un petit peu quand même. Ah bah, sans blague. Les plaisirs de Mais la vie quand même. si on était obligé, oui. Oui. Oui, oui. Et s'il n'y avait plus de nourriture, ça, ce serait possible, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas de problème, ouais. On a aussi cette notion par rapport au nouveau paradigme évoqué par tes guides. Ils disent, il n'est nul besoin de nouvelles structures ou religions ou même de nouveaux regroupements qui disent nous savons et les autres ne savent pas. Alors quid des religions en place? Ouais, des religions en place, elles sont toutes, malheureusement, ce sont des religions humaines, elles n'ont plus rien de divin. Donc, quelles qu'elles soient, elles ont eu des guides qui sont venus montrer un chemin et en fait, on en a fait des vérités. Et ils ont dit, mais moi, en ayant le contact avec certains, ils disent, on n'est pas venu vous apporter une vérité, on est venu vous apporter une lumière qui vous permet d'avancer. Et vous en avez fait quelque chose de statique. C'est la vérité, il n'y a pas autre chose à côté. Alors que c'est faux. Donc, je veux dire, elles pourraient toutes tomber, ça n'a plus d'importance. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas de cadre, qu'il ne fallait pas de honorer le divin en soi, mais plus de la façon dont on le fait. Parce que la façon dont on le fait, il y a quand même peu de personnes dans les regroupements religieux qui ont encore conscience de ce qu'ils font. Je ne sais pas, même pour le baptême, je ne sais même pas s'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il y en a, oui, bien sûr, mais la plupart, bon, ils font des gestes mécaniques et ça s'arrête là. Donc, je me dis, bon, on peut s'en passer, c'est sûr. C'est important là, ce que tu es en train de nous Voilà. dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il se passe, je veux dire, du religieux ou du divin en soi, ni du divin autour de soi. C'est pas le chaos, quoi. C'est, je veux dire, on arrête les structures humaines, on arrête les obligations humaines, on arrête. Pourquoi, par exemple, d'un côté, les prêtres peuvent se marier ou les autres, dans telle religion, ils peuvent pas se marier, ils deviennent pédophiles pour une partie parce que justement, ils sont coincés. Enfin bon, c'est d'un compliqué. Je me dis, mais c'est vraiment humain. Pourquoi est-ce que d'un côté, il y a que les hommes qui peuvent être religieux? Pourquoi, enfin, il y a des tas d'aberrations qui sont uniquement dues à des histoires humaines. Alors, on fait mettre sur les grands enseignants des règles qu'ils n'ont jamais données. Je trouve ça d'autant plus important actuellement. Alors, c'est peut-être encore un tout petit peu tôt, mais ces religions sont peut-être amenées à s'effondrer petit à petit. Peut-être malheureusement justement au profit d'une seule et même religion, d'un dogme unique. Donc je trouve ça très important de nous donner cette piqûre de rappel, dire attention, on n'en fait pas une vérité et c'est peut-être ce que ils sont en train de nous préparer justement une seule et même religion qui va regrouper tout le monde, nouvel ordre mondial, un dogme de pensée unique comme étant la seule vérité. Donc c'est important de se le garder en tête, ça. Et c'est grave aussi parce que si ces êtres-là créent, comme ils veulent créer par exemple la panique au niveau des ovnis ou des choses comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui se présentent actuellement, et ils peuvent créer une espèce de panique qui va faire que bon, maintenant on s'unit sous une seule religion. Mais ça va être chapeauté par des humains. Donc, ça n'a rien de divin. Alors, on aura toujours oublié le divin pour arriver à des règles qui seront quelquefois complètement absurdes et qui vont venir de, soi-disant, la religion un tel ou un tel. Donc, à nouveau, on sera piégé. C'est comme quand on veut faire un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial et spirituel, ça pourrait, mais un gouvernement mondial avec des règles comme ils veulent les mettre, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça divise tout le monde. Ça veut dire qu'il y aura des règles qui vont être complètement liberticides et qui vont nuire à tous. Est-ce que tu as eu des messages par rapport à la réouverture de Notre-Dame avec
Zelensky, Macron, Trump. Que c'était quand même, même si ça paraît beau, je veux dire, c'est comme la pyramide du Louvre. Hein. Ce sont des emblèmes qui sont positionnés à certains endroits, dans certains pays, bon là c'est en France, pour petit à petit créer des ondes de forme qui ne sont pas bénéfiques à tous, quoi, en tout cas. Alors tu parles à un moment aussi de décodage biologique au niveau des solutions. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Tu nous donnes une clé, hein, tu nous demandes d'apprendre à parler à nos organes. Ah oui, oui. Et là, est-ce qu'on viendrait pas court-circuiter aussi Big Pharma au passage? Et complètement. Et pour l'instant, ils détiennent énormément de clés. Ils ont énormément de pouvoir, de voir la puissance qu'ils ont prise. Et j'étais en train justement de lire un livre sur les EHPAD, là, qui est assez horrible. Je me suis dit, bon, là, je vais arrêter la lecture, c'est vraiment trop nul. Mais très bien renseigné, en fait, où on s'aperçoit que l'humain, c'est devenu la marchandise. Alors, comment on fait marcher l'humain? En lui donnant des médicaments, en l'intoxiquant, en le rendant dépendant. Enfin, il y a plein de méthodes, quoi. En lui donnant l'attrait de l'argent et tout ça. Tandis que si on retrouve des méthodes anciennes, si on retrouve des plantes, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu cette espèce d'histoire idiote qui disait « Ah, il va falloir enlever toutes les lavandes en France ». Je me suis dit « Mais attends, c'est parce que c'était toxique ou que c'était dangereux ou je ne sais plus, enfin, ce qu'ils avaient trouvé ». Mais enfin, c'est d'un ridicule. Je veux dire, si on retrouve les plantes, si on retrouve la nature, si on réapprend à parler à nos cellules, il y a déjà beaucoup de choses qu'on pourra éviter. Et sur ce moment, en tout cas en France, je veux dire, qui devient un pays pauvre, on manque de médecins, les hôpitaux, ils n'ont pas toujours le matériel qu'il faut, enfin, ils ne savent pas comment prendre les gens, c'est bien compliqué. Il vaut mieux pas tomber malade, quoi. Alors, il y a encore un message très intéressant en milieu d'ouvrage que je voudrais citer. En ces temps de grande confusion, soyez vigilants, mais cela ne signifie pas méfiants. Les forces sombres habitent une partie de la population et cherchent à vous diriger vers l'abîme. Tout est entrepris pour réduire le nombre de terriens afin de garder une armée docile obéissant aux ordres de la noirceur. Vous ne pouvez combattre cela avec des moyens humains, simplement parce que leur force n'est pas humaine. Ah oui. L'emploi de la magie noire leur vient des étoiles sombres. Lorsque nous vous parlons des loges noires, cela n'est pas une image, mais bien une réalité. Des gestes, des rituels, des pactes asservissent quotidiennement votre monde et vous touchent à l'aide de publicités et d'articles répétitifs, à l'aide de clips, d'images, de films et de musiques déstructurantes. N'oubliez pas ceci, ceux et celles qui succombent à l'attrait de la gloire, du pouvoir ou de l'argent, quel qu'en soit le prix à payer, sont appelés par des groupements affiliés à la magie. S'ils acceptent le pacte proposé lors de rituels et de cérémonies, ils se voient offrir un serviteur de l'ombre obéissant et servile, puissant et double, prêt à réaliser leurs ordres et leurs désirs. Cependant, le prix à payer est fort. Ils offrent leurs âmes au Seigneur des Ombres qui préside à tout cela en contrepartie de cette puissance et de cette notoriété qui s'éteindra avec leur corps physique. Leur âme errera dans les mondes opaques à la recherche d'une paix qu'ils ne sauront trouver. Dès ce moment, ils appartiendront au Seigneur de l'Antilumière et en deviendront les serviteurs. Waouh! Oui, c'était un passage difficile, c'est vrai. Alors là, pour le coup, c'est un beau disclaimer. On peut mettre un encadré et l'accrocher sur le mur pour tous ceux qui ont encore la soif de pouvoir et d'argent, qui cherchent à rabaisser pour mieux se rehausser et qui sont prêts à tout pour ça. Alors c'est marrant parce que tu parles de la musique, du cinéma, enfin... Tes guides te parlent de ces vecteurs. Ouais. Est-ce que tu continues à voir des films? Est-ce que tu continues à écouter de la musique? Est-ce que tu es devenu très sélectif par rapport à ça? En musique un peu plus sélective, des films. Bon, c'est vrai que je vais quand même, j'aime bien le cinéma, mais je sais bien que à travers ça, il y a quand même, dans Hollywood par exemple, il y a énormément de personnes qui sont montées au pinacle et dans les chanteurs aussi, et qu'on a trouvé bien, qui jouent de bons rôles, mais qui ont donné leur âme, on pourrait dire leur âme au diable, dans la mesure où elles seraient prêtes à n'importe quoi et à faire n'importe quel pacte pour avoir la richesse, la gloire, enfin tout ça, sans se préoccuper de ce qui se passe derrière ou de ce qui va se passer après. Elles savent ce qui va se passer après, mais c'est comme si elles l'occultaient en se disant, bon, nous, ce qu'on veut, c'est maintenant. Mais en même temps, ça laisse pas la place à aussi d'autres artistes qui sont de vrais artistes ou qui ont de la créativité et qui ne pourront jamais accéder à ces plans-là ou à cette gloire-là parce qu'ils n'ont pas fait ces pactes-là. Et je trouve que c'est grave et c'est pour ça qu'il faut que là aussi ça tombe. Mais je pense qu'Hollywood va tomber bientôt
et qu'il va se passer quand même des choses parce qu'il commence à y avoir des scandales qui éclatent. Et tous les scandales qui éclatent, je veux dire, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs, beaucoup de financiers, que ce soit sur tous les plans, les scandales sont en train d'exploser. Il faudrait être aveugle pour pas se rendre compte que ces personnes-là, je veux dire, sont pas les meilleures. Elles ont du talent peut-être, mais elles sont considérablement aidées. Elles ont tout un espèce de génie à côté d'elles qui va leur donner tout ce qu'elles veulent jusqu'à leur mort. Et après, là, ça va commencer à changer. C'est important que les gens le sachent, quoi. C'est un point de non-retour parce que quand même, ils en deviendront les éternels serviteurs. J'espère que non, parce que je pense qu'il n'y a jamais rien d'éternel quand même. Mais ça va durer longtemps quand même, d'être à ce service-là. Sauf si à un moment donné, on arrive à éradiquer cette noirceur pour laisser place à une ombre qui soit le pendant de la lumière, quoi, un peu comme les deux pôles d'une batterie, et qui soit pas une sinistreuse comme on a maintenant là. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des enfants? Parce que c'est indirect avec ce qu'on est en train d'évoquer, mais c'est vrai qu'il y a de nombreux enfants martyrs dans ces milieux-là, grande victime, et en même temps, on voit plein de nouveaux êtres arriver sur la planète qui sont tellement brillants qu'on en est tout ébloui. Est-ce que tu veux bien nous parler justement des enfants? Alors, dans les enfants, il y a les enfants, par exemple, dans le premier livre, Révélation galactique, j'avais suivi dans un orphelinat, j'étais arrivée dans un orphelinat en astral, moi, avec mon guide. Il y avait des enfants qui attendaient. Et c'est là où je me suis aperçue qu'effectivement, comment ils arrivaient à faire en sorte que les enfants d'orphelinat leur soient donnés, ou qu'en tout cas, on leur en donne un certain nombre, pour aller faire des expérimentations ou de la pédophilie. Enfin, ils avaient des secteurs très, très classés. Il y avait ceux qui partaient pour des expérimentations, d'autres qui partaient pour la pédophilie, d'autres dont on allait prendre les organes. Enfin bon, c'était assez horrible. Je me suis dit vraiment, c'est terrible cette histoire. Mais en même temps, ils m'ont dit, mais attendez, nous, on est là aussi pour les aider. Mais il y a des âmes qui vivent cette expérience-là parce qu'elles ont aussi une histoire karmique avec des périodes où elles ont beaucoup torturé aussi. Donc, je veux dire, enfants ou pas enfants, ce sont des âmes qui ont aussi leur histoire. Mais en même temps, sinon, il y en a d'autres qui servent justement. Et dans ce premier tome, justement, c'est là où j'ai vu un ancien président et un président actuel, donc, qui étaient penchés sur des cartes et dont le projet était d'éradiquer les lieux où étaient enfermés ces enfants. Donc, ils étaient avec des militaires, ils étaient dans un lieu secret de la planète, je ne sais pas où c'était. Et je les voyais d'un peu haut, et je les voyais penchés sur des cartes, en train de regarder les points où il y avait ces groupements pour les libérer, pour avoir une action là-dessus. Et pendant ce temps, il y a des âmes qui s'incarnent et qui, elles, viennent de mondes où elles ont déjà été formées pour que leur ADN change. Elles arrivent avec un ADN différent qui va leur permettre de traverser l'histoire. Il y en a qui sont là pour détruire le monde ancien, il y en a qui sont là pour construire le monde nouveau. Donc, ils sont dans une position difficile, inconfortable, mais en même temps, ils en ont les capacités. Donc, c'est bien, quoi. Je veux dire, c'est quand même une belle chose, quoi. On a eu l'occasion de se rencontrer à Limoges lors du symposium Exovision. On va vous passer un petit extrait d'ici quelques secondes. J'aimerais néanmoins, en amont, te demander quelle a été ta réaction par rapport au retour des médias mainstream par rapport à cet événement, sachant qu'on s'est fait, enfin, je dis on, parce qu'on était présents aussi, qu'on avait couvert exclusivement la rencontre, on s'est fait dézinguer, clairement. Au fil des décorporations, à un moment donné, on a pu entrer en contact avec l'être qui nous a servi de guide et qui me sert encore de guide pour tous les livres que j'écris. Et cet être-là, donc c'est un être comme vous voyez sur la photo, c'est un peu comme ça. Il avait une énergie extraordinairement bénéfique et on lui a fait évidemment tout de suite confiance. Mais ce qu'il nous a dit et ce qu'il nous a demandé, il nous a dit, est-ce que vous vous souvenez du contrat que vous avez pris avant de venir? Alors évidemment, on ne s'en souvenait pas,
Mais il nous l'a rappelé, il a dit « Est-ce que vous êtes d'accord pour écrire ce que vous vivez ?» C'est pas apporter des preuves, c'est pas essayer de convaincre les gens, c'est juste d'écrire vos expériences. Et ensuite, ça pourra réveiller chez les personnes les souvenirs enfouis parce qu'elles ont vécu ça aussi. Parce que tout le monde en fait a vécu ça. Il faut savoir que quand même tout le monde sort de son corps toutes les nuits. Donc le voyage astral, ou au moins la sortie hors du corps, tout le monde l'a fait. Et je disais, il y a une analogie avec aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on a sorti nos 2 premiers livres, et tout de suite, on a eu 3 gros médias qu'on ne connaissait pas. Mais par chance, on a eu, enfin chance entre guillemets, on a eu Jacques Chancel, on a eu Philippe Bouvard, pour ceux qui connaissent ces médias de l'époque. Et puis on a eu même Poivre d'Arvor à un moment donné. Enfin, on a eu des médias qui ont fait qu'on a été connus rapidement. Mais à ce moment-là, ce sont les journalistes qui nous sont tombés dessus. Et qui ont dit « mais non, c'est pas possible, ça peut pas exister, qu'est-ce que vous racontez, c'est n'importe quoi ». Ce qui fait qu'il y a des moments, je passais par des périodes, j'avais quand même 18 ans ou 19 ans, je me disais « mais c'est désespérant, est-ce que je continue, est-ce qu'on continue à parler de ça ?» Et maintenant, aujourd'hui, ce genre de phénomène, c'est quelque chose de courant, de connu. Il y a des médecins qui en parlent, il y a des personnes qui ont vécu ça, qui en parlent. La décorporation, la sortie hors du corps, la NDE, lors d'une opération, lors d'un coma, lors d'une mort clinique. Je veux dire, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus courant et qui est beaucoup plus connu. Donc, on en parle. Je ne sais pas si j'ai regardé les critiques après. Ah bah là, c'était unanime. On a eu le droit à tous les médias mainstream dans leur intégralité, y compris toutes les radios et tous les journaux, tous les torchons locaux ou nationaux. Tu sais que les médias mainstream maintenant ont perdu une bonne partie de leur lectorat quand même. Oui, ils tiennent par les subventions, effectivement. Enfin, ils sont en train de perdre complètement. Alors, ce qu'ils disent, à la limite, c'est pas... Oui, ils ont surtout perdu toute crédibilité auprès d'un grand nombre. Ils sont en train de perdre. Ils racontent tellement de bêtises. Alors, évidemment, tu as toujours des gens qui suivent. C'est comme les McDo et tout ça. Les McDo ont perdu beaucoup. Les médias mainstream perdent beaucoup. Je me dis, ils ont qu'un temps, là, maintenant. Bon, bah, la meilleure des solutions, c'est l'ignorance. Oui, je me suis dit, de toute façon, il y en a toujours qui vont réagir n'importe comment, là. C'est trop tôt, mais maintenant, ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'apparitions d'OVNI. Il y a beaucoup aussi de satellites. Alors, on les confond un peu avec les satellites d'Elon Musk, on ne sait plus trop. Mais il y a quand même, moi, il m'avait dit de toute façon qu'il ferait des apparitions de plus en plus importantes. Et on les voit de plus en plus. Donc là, ils sont en train d'en parler aux États-Unis, donc forcément, ça va arriver en France aussi. Il y a énormément d'apparitions d'OVNI ces derniers jours aux États-Unis qui ont été recensées. Est-ce que tu penses qu'on va avoir le droit à une divulgation OVNI un peu plus ample, à une rencontre très prochainement, en bonne et due forme, j'ai envie de dire officielle ? Alors, ce que je ne sais pas, c'est s'ils vont se servir de ça, si ce sont des hologrammes, qui vont permettre de faire croire à une invasion planétaire et qu'il faut qu'on se réunisse tous et qu'on aille dans des endroits protégés où il ne faut surtout pas aller d'ailleurs. Bluebeam. Par exemple. À ce moment-là, n'y allez pas, jetez votre téléphone, allez dans le sens inverse, ça sera très bien. Et après, mais en même temps, ça oblige les gens à penser que ça existe. Alors donc, ça c'est le bon côté. Donc je ne sais pas ce qui va se passer par rapport à ça encore. J'ai pas encore eu de données par rapport aux deux. Est-ce qu'ils vont s'en servir pour faire croire à une attaque, une invasion de la Terre, ce qui est complètement ridicule parce que si la Terre devait être envahie, elle le serait depuis longtemps. Et elle l'est. Elle l'est d'ailleurs, sinon on n'en serait pas là. Ton intuition par rapport à David Grusch, je ne sais pas si je le prononce bien, Grusch. Qui disait quoi là de... C'est l'officiel au Patagone qui avait justement provoqué un déferlement, une déferlante médiatique par rapport aux ovnis. En disant, bon, je pense qu'ils vont lâcher certaines choses, mais ils vont pas tout dire. Comme pour quand il y a des inventions, ça fait longtemps qu'on devrait pouvoir se guérir de beaucoup de choses, qu'on devrait avoir des inventions extraordinaires, avoir de l'énergie pour tout le monde, de la nourriture pour tout le monde, mais ça n'existe pas. Mais on nous donne des petits morceaux pour faire attendre. Alors, est-ce que ça va être ça ? On va voir. Moi, j'attends un peu après les élections de Trump, par exemple, de voir un peu quand il va rentrer en action, voir ce qu'il va faire. On va voir si ça va être... si ça va pouvoir déclencher d'autres choses, quoi.
Mais pour l'instant, c'est encore sous l'ancien gouvernement, donc bon, ça n'a pas été terrible pour l'instant. On retourne par rapport aux clés qui sont évoquées. Alors à un moment, tes guides parlent de la pensée, on en parle en début d'émission. Ils disent, lorsque vous pensez, le plus souvent inconsciemment, vous créez des mondes invisibles à vos yeux, mais tellement vivants sur d'autres plans. Le piège est que vous n'êtes pas maître de vos pensées, bien qu'au-delà de tout, vous croyez sincèrement que c'est vous qui pensez. Les pensées qui vous habitent sont rarement les vôtres. Et là, par la suite, tu nous donnes encore une solution et tu nous dis que quelques minutes par jour, il faut trouver un endroit calme. Et là, c'est presque un pouvoir de visualisation. On doit fermer les yeux et imaginer un écran blanc ou noir sur lequel on s'amuse à laisser passer nos pensées. On les laisse simplement passer et on dit « je ne suis pas cette pensée ». Et on arrive automatiquement à effacer ces égrégores, presque ces énergies qui nous habitent. C'est ça, petit à petit, ça commence à se dissoudre. C'est-à-dire que c'est comme sur le plan astral. Si je pense à quelque chose, ça va se réaliser tout de suite parce qu'on est sur un plan plus subtil. Donc, pour arriver en 5e dimension, il faut déjà être maître de nos pensées. Parce que si on pense par exemple à une guerre ou qu'on va être agressé, on va créer l'agresseur ou on va créer la guerre, ça va faire une cacophonie épouvantable parce que on est créateur. Alors ça va disparaître évidemment, ça tient pas longtemps, mais ça va tenir suffisamment pour créer une espèce de cacophonie. Donc et c'est ce qu'on fait sans arrêt sur les plans subtils, on crée des mondes cacophoniques. Donc maintenant il est temps de créer des mondes harmonieux en apprenant, en redevenant maître de nos pensées, en cessant d'être dirigé par nos pensées. Ça va même encore un petit peu plus loin parce que là, bon oui, niveau 1, étape 1, être dans cette maîtrise des pensées. Et puis un petit peu plus loin dans le bouquin, on est carrément initié là à la visualisation créatrice, à visualiser une personne, un endroit, en étant en conscience justement de l'état dans lequel on est quand on le visualise. Là, c'est quand même c'est presque pas caché que c'est une vraie initiation. Tu veux bien nous parler de ça, de cette visualisation créatrice, à quel point nous, en tant qu'humains, on peut créer énormément? Par exemple, tu vois, j'avais l'exemple pendant la guerre du Liban, là, quand ils ont fait une expérience où ils ont fait passer ce qu'on appelait les casques roses. C'était des personnes qui savaient très bien visualiser. Et elles passaient dans des rues où il y avait des conflits, où il y avait enfin des tas de problèmes, et, enfin des agressions, des tas de choses désagréables et dures. Et en passant, ils se contentaient simplement de passer et de visualiser que tout était en paix, que c'est la paix qui régnait à cet endroit-là, que c'était beau, qu'il y avait la paix. Et ils se sont aperçus qu'au bout de, je sais pas, ils ont dû faire l'expérience une quinzaine de jours peut-être, et qu'au bout de ces jours-là, les endroits où ils étaient passés, il y avait 50% de moins d'agressions, de violences et de choses comme ça. Et je dis, c'est à nous de faire ce travail-là. On peut chacun le faire. Alors après, l'expérience s'est arrêtée, c'est dommage, mais maintenant, c'est ce qu'on va faire chacun à notre niveau, là. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien, pendant les stages ou pendant les voyages, montrer aux équipes ce qu'on peut faire, aux gens ce qu'on peut faire. Parce que sinon, je veux dire, ça peut être vague. Et puis, en astral, il peut se passer d'autres choses, quoi. Donc, je ne le conseille pas forcément comme ça, mais c'est intéressant. C'est vraiment, on est capable et on peut faire de belles choses à ce moment-là. Oui, et je me suis demandé si c'était pas déjà les prémices d'une initiation à la communication télépathique. Aussi, mais oui. De toute façon, par exemple, les aborigènes d'Australie, ils communiquaient par télépathie. Il y en a plein de peuples communiquaient par télépathie parce que c'était naturel. On a fait ça, c'était le démon. À partir de là, c'est fini, quoi. Le christianisme a mis ça un peu à la poubelle en disant c'est le diable, on va brûler les gens. Mais non. Oui, tu parles des peuples premiers, c'est effectivement à ça aussi que je pensais, c'est à cette communication télépathique qui se doit d'être transparente, qui ne saurait être autrement que transparente. Puisque quand c'est au sein d'une civilisation, du coup, si je pense à quelque chose absolument, toute la communauté y a accès. Si je suis en train de créer quelque chose de négatif, ça impacte absolument toute la communauté. Donc c'est en ça que je me demandais si ces exercices, c'était pas déjà l'initiation à la communication télépathique, c'est-à-dire de s'entraîner déjà à avoir une pensée propre, de manière à pouvoir ensuite communiquer de façon transparente, de façon claire, de façon bienveillante, avec le cœur et non plus avec le mental finalement. C'est ça, l'objectif, c'est que les personnes s'entraînent d'abord. Et une fois qu'elles seront entraînées, à ce moment-là, il peut y avoir des rencontres et des groupes qui se forment et puis qui fassent un travail vraiment effectif. C'est faisable et je pense que chacun peut le faire. Mais pour l'instant, c'est vraiment un entraînement individuel pour que petit à petit, on soit au niveau de pouvoir le faire et de se dire, OK, je le fais, c'est bon.
Alors, on va parler un petit peu de la peur aussi. J'aime bien cette citation qu'il y a en fin d'ouvrage. Pour critiquer les gens, il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer. C'est une citation de Coluche, et c'est suivi par un message de tes guides qui nous dit: ne vous y trompez pas, toutes vos inventions actuelles, soi-disant faites pour vous guérir ou vous aider, sont là pour vous asservir. Ceux et celles d'entre nous qui viennent afin de vous offrir les technologies de la nouvelle Terre sont trop souvent éliminés ou tournés en dérision. Et tu donnes un exemple après avec une personne qu'on a reçue sur notre antenne qui s'appelle Guy Langto, Guy Diès. Alors je me permets aussi de lire le passage. Les guides te disent: vous prenez tout très au sérieux, vous jugez et condamnez l'autre ainsi que vous-même, trop souvent pour une raison simple, la mort vous fait peur. Et là tu dis toi-même, Guy Langto, Guy Diès, elle a écrit La mafia médicale, sachant qu'elle prenait des risques. Ce qui l'inquiétait le plus était que l'on s'en prenne à ses enfants alors tout jeunes. Elle a eu une réponse intérieure qui lui a fait prendre une décision. Elle a rassemblé ses enfants et leur a dit ces mots: vous avez choisi une mère dangereuse, il va falloir faire avec. Sachez que je ne changerai pas ce que j'ai dit ou écrit, sauf si je me suis trompé. Elle est forte, hein. Elle fait de la résistance, quand bien Oui, même âgée. et du coup, ces enfants n'ont pas été touchés. C'est extraordinaire, moi je trouve. Oui, moi je l'aime bien, c'est une amie. Et parce qu'on s'est connus, en fait, je venais de finir le livre sur le gouvernement mondial et elle avait déjà fait la mafia médicale. Donc on s'est retrouvés à ce moment-là. Donc il y a un moment, quoi. Et je trouve qu'elle a beaucoup de courage dans la mesure où, même si je suis pas d'accord avec tout, elle va jusqu'au bout de ses idées. Et elle va loin, quoi. Je veux dire, jusqu'à se faire emprisonner. On était là la veille où elle se faisait aller en prison. Enfin bon, pour aller au bout de ses idées. Elle voulait pas payer ses impôts à des gens qui allaient mettre de l'argent dans la guerre, dans des trucs avec lesquels elle n'était pas d'accord. D'autant plus qu'il y a des chiffres qui sont tombés là récemment. En fait, la dette, on parle d'argent-dette, nos impôts sur le revenu servent intégralement à financer les taux d'intérêt de la dette. Oui, c'est fou. Même pas le remboursement, les taux d'intérêt de la dette. C'est ça qui est terrible. Et on est toujours en train de financer des choses dans lesquelles on ne veut pas. Alors qu'en fait, on ne nous demande pas notre avis. Mais les banques ne vivent que sur les dettes, de toute façon. Donc, les banquiers ne vivent que sur les dettes. Donc, il faudrait que le système soit complètement raplati et revu. Pour ça, il faut que les gens n'aient pas peur que les vieilles structures tombent en se disant: ça y est, on va perdre ci, on va perdre ça. On y perdra toujours quelque chose, mais on y gagnera tellement plus que ça vaudra le coup. Il faut une conscience, il faut de la réinformation, il faut des vecteurs massifs. Les gens ne sont pas au courant que l'argent des banques est créé ex nihilo à partir de lignes de compte fictives. Ça provient de rien, c'est juste une confiance qu'on leur accorde. On parle de banques centrales qui se sont appropriées le pouvoir. Je ne sais pas si on peut reparler de cette histoire du Titanic. Le Titanic a reçu près de 600 industriels dans les années 1910. Je ne me rappelle plus de la date exacte, mais 600 industriels qui étaient contre la création de la Banque fédérale. Comme par hasard, il a été submergé, il a été coulé tout simplement. Donc c'est seulement 6 familles qui ont décommandé la veille au soir. Et ces 6 familles ont maintenant les rênes et les cordons de la bourse. Donc faudrait-il encore se réveiller, un de ces 4? Mais c'est ça. Je pense qu'il faut se réveiller, il faut arrêter de penser que il y a des papas, des mamans, des sauveurs, et que on attend toujours un sauveur. On attend ou un sauveur religieux, ou un sauveur extraterrestre, ou un sauveur. Moi, quelquefois, j'ai des personnes qui me disent: mais pourquoi est-ce que les êtres, les extraterrestres laissent faire tout ça? Comme si, en fait, c'était à eux de gérer notre histoire, de nous sauver, et puis comme si on n'était pas capable, quoi. Il n'y aura pas d'ingérence. Ben c'est ça. À un moment donné, je veux dire, il faut prendre nos responsabilités, se dire: on a des capacités. Si les choses en sont là aujourd'hui, c'est parce qu'on a bien voulu qu'elles en soient là. Alors maintenant, comment on va les défaire? Comment on va dénouer le nœud? Comment on va visualiser ce qu'on a envie de voir? Comment on va retrouver notre potentiel? Comment on va se servir de notre potentiel? C'est ça, en fait. Ce qu'il faut pour cette année qui commence, qui va se terminer, ça qui va commencer, c'est vraiment se dire: qu'est-ce que je fais avec le potentiel qu'il y a en moi? Est-ce que je vais encore paresser, le laisser stagner, me dire il y a bien quelqu'un qui viendra me sauver? Ou est-ce que je décide de me prendre en charge et de me sauver, et puis de trouver le sauveur en moi, quoi. De trouver la capacité de me servir de mon potentiel. On a un potentiel qui est fabuleux. Alors, on nous parle de mettre des puces pour avoir plus ci, plus ça, alors qu'on pourrait le faire. Il y a des personnes qui ont montré qu'ils pouvaient le faire. Il y a d'ailleurs même des autistes Asperger qui ont montré des capacités extraordinaires. Et dans le premier livre, Révélation galactique, là, quand j'ai visité une planète un peu particulière des êtres au long cou,
Et ben, ces êtres-là, on dit, mais nous, on a envoyé des êtres de notre planète chez vous pour montrer que vous pouviez faire des choses extraordinaires. Mais vous les avez traités, effectivement, parce que ce sont considérés comme autistes Asperger. Donc, vous les avez traités d'une façon difficile. Et vous avez considéré que c'était un peu comme du cirque, alors que vous avez ce potentiel-là en vous. On dit souvent la politique, soit tu t'en occupes, soit c'est elle qui s'occupe de toi. Que disent les guides par rapport à cette fameuse politique? Est-ce qu'on doit totalement s'en détacher? Est-ce qu'on doit se la réapproprier? C'est-à-dire qu'on est propriétaire de rien du tout en ce moment. Parce que, je veux dire, même des élections, on les trafique, on les change, on fait ce qu'on veut avec les élections. Donc, on n'a pas la main mise. Et là, on peut avoir un sentiment d'impuissance. C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler à notre niveau. Parce que au niveau physique, on est coincé là, si on veut. Ils vont commencer on va élire quelqu'un ou vouloir quelqu'un. Une majorité, c'est ce qui est en train de se passer en Roumanie. Il y a une majorité pour quelqu'un et en fait, on finit par créer des problèmes qui font que, on va mettre quelqu'un d'autre peut-être à sa place. Donc, on n'a pas le choix actuellement dans la matière de choisir ces espèces de personnages qui naviguent, de toute façon, seront à la tête des gouvernements uniquement des gens qui vont obéir à ceux qui sont derrière, ceux qui dirigent réellement. Je veux dire, on n'a pas de possibilité, humainement parlant actuellement, parce que ne sont nommés que ceux qui obéissent. Alors, il y en a quelques-uns qui sortent du lot, on va voir ce qui va se passer, mais ils ont fort à faire, quoi. C'est pas facile pour eux. C'est pour ça que c'est difficile de juger aussi qui fait quoi, parce qu'on ne sait pas la tâche qui leur est donnée, s'ils sont dans quelque chose de positif et de beau, ou s'ils sont au contraire en train de magouiller avec les autres, quoi. Oui, puis il y a des barrières à l'entrée, hein, ne serait-ce que le système de signature et de parrainage est complètement vicié. Complètement. Je veux dire, on croit être libre, mais on ne l'est pas. C'est pour ça que je veux dire, les votes qu'on fait, pour l'instant, moi, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Alors, il y a un message très réconfortant, j'ai envie de dire, et qui se situe à la presque fin de l'ouvrage. Tes guides qui disent « Les armées de la non-lumière s'effondreront et se désagrégeront d'elles-mêmes. Ne perdez ni votre énergie ni votre temps à les combattre. » Alors, c'est un petit peu la ligne directive qu'on va employer. Quand même, sans tomber dans le déni, en restant, en conscientisant encore l'actualité. L'actualité, est-ce qu'il faut s'en détacher totalement aussi, Anne, ou est-ce qu'il faut quand même garder un œil dessus? J'écoute, je regarde, au contraire, déjà même pour les Robins des Bois, j'en ai besoin. Parce que, je veux dire, pour montrer quand même toutes les aberrations, que les gens se rendent compte qu'en fait, qu'il y a des choses aberrantes qu'on ne peut pas accepter et qu'on n'est pas là pour accepter l'inacceptable. Donc, mais c'est pas parce qu'on va se rebeller que ça va changer. Donc, c'est pour ça, c'est parce qu'à un moment donné, on va savoir dire non et qu'à un moment donné, on va passer outre. Par exemple, on nous dit le purin d'ortie ou je sais plus quoi, une époque, vous n'avez plus le droit de l'utiliser. Ou alors, vous n'avez pas le droit d'avoir des poules dans votre jardin, c'est ridicule. Je veux dire, tout le monde va faire ce qu'il veut. La désobéissance civile. Ben oui, on ne va pas écouter des trucs. On le répète et on le répète. Et puis tu nous donnes quand même aussi en fin d'ouvrage une grande ouverture avec une phrase et ses effets magiques, donc j'aimerais que tu nous parles. L'impossible est une absurdité. Le beau fait partie intégrante de mon essence. Donc on est invité aussi, cette phrase-là, à se la tatouer, à l'écrire quelque part. J'aimerais que tu nous parles justement des effets magiques et de tout ce qui est encodé déjà dans ces deux phrases-là. On l'a fait dans une courte méditation parce que c'est quelque chose de très important. C'est... je veux dire, on est capable de tout, à tous les âges, quel que soit notre niveau, quelles que soient nos fonctions, quelles que soient nos capacités. On a des capacités à l'intérieur de nous qu'on ignore complètement. Et c'est celles-là qu'il faut retrouver, qu'il faut réveiller tout simplement, parce qu'elles sont là. Et le beau fait partie intégrante de notre essence, ça veut dire que tout ce qui est nocif, négatif et tout ça, ça ne fait pas partie de nous. Par exemple, quand on dit « je suis en colère », je ne suis pas en colère, je ne suis pas la colère. Voilà. Enfin, je veux dire, par exemple, quand on dit j'ai été bête, par exemple, on peut effectivement, je veux dire, avoir fait quelque chose de bête, mais on n'est pas bête. Je dis, il y a une différence entre nous. Nous, on a, je veux dire, le potentiel de la beauté, de quelque chose d'infini et de divin en nous. Et c'est ça qu'il faut développer. Mais souvent, on se donne le qualificatif d'erreurs qu'on peut faire sur le parcours et qui sont normales.
Je dis, il faut se donner le droit à l'erreur, le droit de se tromper, le droit de dire des bêtises. Ça fait partie de la vie aussi. Mais c'est ça. On ne peut pas être absolument réglo partout, super en tout, jamais se mettre en colère ou tout ça. Mais je veux dire, on n'est pas la colère. La colère ne fait pas partie de nous. Elle est là, on l'utilise, on la met, mais c'est pas nous. Ouais, d'où l'importance du choix des mots. Mais oui. Qui est rappelé aussi en fin d'ouvrage. Et merci pour ça, vraiment. Si tous les humains pouvaient déjà ne serait-ce que pratiquer le sourire, la maîtrise des pensées et la conscience du verbe créateur, des mots et le non-jugement qu'on utilise quand on se parle à soi-même ouais. ou aux autres, oui. Et le non-jugement, bien sûr. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce non-jugement et ça revient dans différentes interviews. On le fait à chaque voyage de groupe, quoi. On passe toujours une demi-journée ou une journée. On va dire, est-ce que aujourd'hui on va faire du non-jugement? C'est difficile parce qu'on a envie de dire, ah bah celui-là non, ou là ça passe mal. Non-jugement envers soi et envers les autres, hein, c'est pareil, ou envers les choses, ou envers ce qu'on voit. Et c'est intéressant parce que par exemple, justement, on était en Thaïlande avec un groupe. On va voir des éléphants qui sont en liberté parce que ce sont des éléphants qui ont été récupérés et soignés, donc. Et puis après, un peu plus loin, il y avait des éléphants qui étaient avec des trucs sur le dos en ferraille, là, pour porter les gens. Mais les gens qui sont dessus, on pourrait se dire, ouais, ils sont cons, ou enfin, pourquoi ils font encore ça? Mais ils peuvent très bien ne pas se rendre compte. On l'a fait à des époques. On l'a tous fait à un moment donné quand on s'est trouvé dans ces situations-là. On ne sait pas à quel niveau ils en sont, on ne sait pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils savent. Je veux dire, donc on ne peut pas, mais on a tendance à le faire, quoi. On a fortement tendance à le faire. Je voudrais lire tes guides justement sur cette pratique à laquelle on est invité. Nous vous demandons de prendre conscience de tous vos mots traduisant la peur, l'impuissance, la colère et d'épouser les mots de l'amour sans mièvrerie, sans volonté de convaincre, juste en étant vous-même. Là aussi, on est sur une pratique qui est simple, accessible à tout le monde. Toutes les pratiques qui nous sont délivrées dans cet ouvrage sont gratuites, j'ai oublié de le préciser. C'est-à-dire que ça ne demande pas d'acheter du matériel ou de suivre des formations, où c'est vraiment accessible au tout un chacun. Et j'aimerais du coup te demander un petit peu naïvement, bien sûr, c'est la rhétorique, mais comment ça se fait que quand c'est si simple, on n'y arrive pas, nous les humains? Ah, justement, parce qu'on est toujours on a un cerveau compliqué, un mental compliqué, qui a besoin de se faire des nœuds pour avoir l'impression que c'est important. On nous a donné ce sens-là. Quand c'est important, c'est compliqué. En fait, c'est ce qui est simple qui va nous ouvrir les portes. Et moi, je trouve ça super, quoi. Je me dis, si on est nombreux à faire ça, on va vraiment traverser l'histoire et en plus, on va se rencontrer. Je suis sûre qu'on va tous se rencontrer à un moment donné ou à un autre et ça sera de la joie parce que on sera dans la même histoire, quoi. Qu'on soit d'une religion, d'une autre, d'un parti, d'un autre, on s'en fiche. Je veux dire, on sera dans une histoire commune quand même. L'histoire de la planète Terre, en fait. Est-ce qu'on peut se donner cet axe du coup si c'est simple, c'est OK? Pour transmuter un petit peu se proposer ça, chacun là, tout un chacun, d'observer dans notre vie. Les plus belles choses sont souvent les plus simples. Ouais. Justement, j'aimerais finir sur cet axe qu'on n'a pas développé du tout. Quid des relations amoureuses hors matrice? Ah, dans les autres mondes? Dans le monde de demain. Dans les autres planètes, dans ce qu'on pourrait souhaiter sur notre belle planète bleue aussi. Les relations amoureuses, je veux dire, il y en a toujours de toute façon. Mais par exemple, sur la planète Vénus, il y a des relations amoureuses, mais même les personnes n'ont pas forcément besoin de se toucher pour avoir des sensations extraordinaires ou des orgasmes ou ce qu'on veut. Je veux dire, c'est des histoires d'ondes, des histoires d'amour, et les personnes restent ensemble. Par exemple, bon là, je parle de Vénus parce que c'est la plus proche de la Terre. C'est celle qui s'occupe le plus de la planète Terre. C'est celle qui veut nous donner un exemple, quoi. Et par exemple, je veux dire, il y a tout un chapitre dans Alliance, dans le livre Alliance, justement, qui est consacré à la planète Vénus, où je parle de ça, enfin, où je décris justement ce qui se passe dans les couples, les familles, enfin, il y a des enfants, il y a des familles. Et la relation, il n'y a pas besoin, je veux dire, de faire des pactes chez le notaire ou tout ça, quoi. Ce sont des histoires de relations et tant que ça dure, en général, ça dure longtemps parce que les gens vivent quand même plus de 500 ans quand même. Donc, ça peut durer longtemps. Mais ça peut aussi changer. Et puis, donc, comme tu le disais, c'est une planète qui nous donne l'exemple
en la Ouais. matière. Oui, c'est pour ça. Ils ont voulu que je fasse un livre là-dessus pour montrer comment on pourrait être, comment la Terre pourrait être à un moment donné. Excellent, on en prend note. En attendant, lors de cette entrevue, nous parlions de l'ouvrage Sortir de la matrice, les révélations galactiques, le tome 2 aux éditions Soi. On te remercie beaucoup, Anne, pour ta présence. C'était fort sympathique. Et encore une fois, on vous encourage à lire cet ouvrage très, très, très simple, très digeste et avec des enseignements, comme le disait Tamara, accessibles à tous. Alors, ne faites pas que le lire, pratiquez-le, s'il vous plaît. Ouais, c'est une bonne idée. Merci à vous deux. Merci Tamara d'avoir été présente aussi. www.mdecine.com pour nous rejoindre. Il s'agit d'un portail pour les thérapeutes quantiques et holistiques francophones. Alors n'hésitez pas à venir chercher si vous cherchez un praticien dans votre région tout simplement ou à vous inscrire en tant que thérapeute directement. On prépare une surprise, c'est dans les clous, très importante pour 2025. On vous en dira plus dans quelques temps. On va pas s'avancer pour le moment, mais c'est sur les rails. Allez, à très bientôt. Ciao, bye.